Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette troisième édition de Feu de camp. Là, on est sur la deuxième table ronde de la journée. Je me présente, je m'appelle Alexandre, je fais partie des Folies Web et je suis ravi aujourd'hui d'être accompagné par trois experts qui vont justement parler, animer cette table ronde à mes côtés. On a Marion Giraudon, Vanessa D'Artagnan et Sébastien Perron. Salut tout le monde. Hello. Salut Alexandre. Hello. Salut, salut. On s'est parlé il y a quelques minutes pour un petit peu installer tout ça. Tout le monde était en forme. On est vraiment très content de vous voir. On voit que dans le chat, vous commencez aussi à vous connecter. Bonjour, merci d'être d'être présent. En attendant que tout le monde se connecte, vous étiez beaucoup à être inscrits. Merci beaucoup. Ça nous fait énormément plaisir. Feu de camp, qu'est-ce que c'est? C'est une journée qu'on a créée. C'est la troisième édition et c'est une journée où pendant sur 5 différentes tables rondes, on va vous parler de différents sujets. Vous avez le programme qui s'affiche à l'écran et si vous souhaitez encore vous inscrire, parce que ce n'est pas fini, vous pouvez encore vous inscrire sur les prochaines tables rondes et si vous n'êtes pas dispo, vous aurez également accès au replay. N'hésitez pas à le faire. Jean-François, je vois que vous mettez que vous n'avez pas le son. Si c'est un problème isolé, n'hésitez pas à rafraîchir la page. Si c'est le cas, les autres ont l'air de rien dire, mais si vous n'avez pas le son, là, rafraîchissez la page. Et, vous ne devez pas m'entendre, mais si vous avez un problème de son, rafraîchissez la page pour tous ceux qui nous entendent. Voici pour le programme de feu de camp de la journée. Là, on est sur une thématique qui s'appelle les clés pour trouver tes premiers clés, pour trouver tes premiers clients en freelance. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui sommes-nous? On est les Folies Web, on organise des événements gratuits tout au long de l'année, comme aujourd'hui. On le fait à la fois sous format d'ateliers. Donc les ateliers, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Je vous partage le lien également dans le chat, comme ça vous pouvez retrouver nos prochains événements. Les ateliers, c'est aussi un bon moyen de réseauter, de discuter directement avec les intervenants, aller voir si près de chez vous il y a un atelier. C'est sûr, j'en suis presque sûr, on est partout en France et puis on fait aussi des sessions en ligne comme aujourd'hui sous format de webinaire, des formats qui durent généralement qui durent 1 heure. On remercie également beaucoup et énormément tous nos partenaires qui nous ont permis d'organiser cet événement. Il y en a deux qui nous permettent justement d'organiser la gratuité de cet événement. Le premier que vous voyez apparaître à l'écran tout en haut, c'est le .fr, c'est l'extension Internet française qui est gérée par l'AFNIC, qui est une association à but non lucratif et sa mission, c'est de vous aider à chaque étape de votre présence en ligne grâce à un programme notamment qui s'appelle Réussir en .fr et vont vous aider sur plusieurs thèmes comme par exemple choisir votre nom de domaine, choisir comment avoir un site internet impactant, améliorer votre visibilité en ligne. Sur le site justement réussir en .fr, vous avez des ressources gratuites qui vont vous permettre de faire les bons choix numériques pour passer à l'action. Et ce que je vous propose, c'est le premier bon plan de la journée, je vous le mets dans le chat également. Vous avez un autodiagnostic pour évaluer votre maturité numérique qui est gratuit, qui se fait à peu près en une dizaine de minutes. N'hésitez pas à le garder en favori, de le reprendre plus tard, vous verrez, c'est un très bon élément pour justement voir où vous en êtes sur le numérique. Et puis merci à tous nos partenaires qui s'affichent à l'écran, qui nous ont permis justement d'organiser cet événement feu de camp. D'un point de vue purement technique. Alors comment ça va se passer? On est sur une table ronde, donc pas de support de présentation, c'est-à-dire qu'on va enlever les slides qui s'affichent, on aura nos 4 têtes qui s'afficheront et on parlera directement, mais vous aurez quand même accès au replay, le replay de cette table ronde et de toutes les autres tables rondes avec le même lien de connexion que vous avez utilisé. Donc si vous ne pouvez pas suivre la table ronde jusqu'au bout, pas de souci, vous aurez la possibilité d'avoir le replay. On va vous envoyer également un questionnaire de satisfaction qui nous permettra de savoir comment ça s'est passé pour vous, vous nous donnerez vos pistes d'amélioration et puis également il vous permettra de recevoir un récap complet de la journée de toutes les tables rondes. Ça on vous l'enverra lundi, c'est-à-dire qu'on va en prendre la journée et la journée encore de demain pour faire vraiment un récap de tout ce qui s'est dit dans les tables rondes et on vous envoie tout ça lundi ainsi que des offres qui ont été faites, des offres exclusives de nos partenaires. Voilà, donc bien important, l'enquête de SAT que je vous enverrai à la fin. Et puis comme d'habitude, on vous invite à passer à l'action directement après l'événement. Comme vous pouvez le voir, vous avez un chat que vous utilisez très bien et n'hésitez pas à continuer à le faire comme ça. Vous avez l'onglet questions qui, comme son nom l'indique, et je vois qu'il y a déjà une première question qui est tombée, c'est de poser vos questions. Vous avez la possibilité également de voter pour des questions. Si vous avez une question qui est très similaire à celle que vous posez, n'hésitez pas à voter. Ainsi, on les traitera de cette manière à la fin
du webinaire. Je quitte les slides parce que j'avais dit que c'était une table ronde et sans plus tarder, je vais donner la main à nos 3 intervenants, mais pour les présenter, parce que chacun doit se présenter pour savoir qui il est. J'ai fait un petit jeu très rapide, je leur ai pas dit, Oh, c'est pas waouh. vraiment, c'est pas un bizutage. Je suis allé sur vos profils LinkedIn, là, je suis en live, j'en regarde, et du coup Marion, si je regarde ta bio, c'est écrit que tu es mentor de freelance, consultante en stratégie digitale et maman de jumeaux. Est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout ça, c'est vrai. Là, je vais fêter mes 10 années de freelancing en tant que consultante en stratégie digitale. Donc, en gros, Ok, mon boulot, c'est d'aider les entreprises à trouver leurs clients grâce à Internet. Et puis, depuis 2018, j'ai aussi une autre activité qui est d'aider les freelances. Donc, dans le cadre du mentorat, j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Super Freelance, sur laquelle il y ok. a à peu près 200 vidéos pour développer une activité. Et puis, oui, j'ai des jumeaux qui ont 3 ans et demi aussi. Ah, Je m'ennuie pas donc beaucoup. on peut être freelance et avoir des enfants en bas âge et faire tout ça à la Exactement. fois, c'est ça? Ok. Première question répondue si elle avait été posée. Et ensuite, on a Vanessa qui est juste en bas de moi, de l'écran. Vanessa D'Artagnan, responsable Nord-Ouest chez Little Big Connection. Et Little Big Connection, tu me compléteras si je me trompe, qui accompagne la transformation digitale et durable de ses clients en connectant les entreprises avec les freelances et consultants externes. C'est bien ça? C'est ça, tu as bien fait ton travail. J'ai bien fait mon travail. Donc tu travailles avec beaucoup de Exactement. freelances, si je ne me trompe pas. Voilà, exactement. Bah, écoute, ça fait 5 ans que moi j'accompagne, du coup, les freelances, mais en fait, à la fois les clients et les freelances, dans, la mise en relation entre les 2 pour pouvoir travailler plus directement et plus simplement. Et donc moi, je suis plutôt basée, sur le côté nord-ouest, donc voilà, mon terrain de jeu est, la Bretagne, le Pays de la Loire et puis, également un petit peu la Nouvelle-Aquitaine. Ok, parfait, merci, c'est très clair. Et Sébastien, du coup, dirigeant des Folies Web, alors que vous avez peut-être déjà vu dans nos webinaires, que je connais un petit peu, mais je vais quand même faire le même jeu. Donc Sébastien, si je suis ta bio, on aide les entrepreneurs à réussir avec des événements 100% concrets et actionnables. Voilà, du coup, C'est c'est ça. ce que tu as dit avant, Ouais. du coup, Ah oui, c'est c'est parfait. le jeu. Ouais. Et moi, ça fait 5 ans que je suis à la tête de Folly Web pour apporter un max de valeur. Et je suis très content des événements comme celui d'aujourd'hui où j'espère que vous allez avoir plein de bonnes pratiques, d'exemples concrets, etc. Et j'ai été juste avant ça free pendant quelques mois, enfin pratiquement 2 ans. Voilà. Ok. Et ben voilà. Parfait, parfait. 3 experts du coup qui ont une vraie expérience du freelancing. C'est aussi pour ça qu'on les a sélectionnés. On va rentrer directement dans le sujet. Se lancer en freelance, c'est à la fois très facile, parfois complexe également, enfin plus complexe que jamais. Et on a plein d'outils, plein de réseaux qui existent. Il y a une concurrence qui est très forte et on se demande souvent par où commencer. Et une question justement qui arrive très rapidement, toi Marion, tu nous as dit que tu as accompagné beaucoup de freelance en lancement. Qu'est-ce que tu nous dirais, enfin quelles sont pour toi les 3 questions, les 2-3 questions à se poser avant même de penser à la prospection, à trouver ses clients? Alors, très souvent, les gens qui ont envie de passer freelance, comme ils disent, pensent qu'ils vont faire exactement la même chose que ce qu'ils faisaient avant en agence ou chez un employeur, et juste proposer ces services à des entreprises. Alors que la première question à se poser, c'est vraiment: qu'est-ce que je vais faire exactement? Parce que les compétences qu'on utilisait chez un employeur, elles sont pas forcément vendables en l'état à des clients. Peut-être que parmi tout ce qu'on sait faire, il y a une compétence en particulier qu'on va mobiliser, qui va être un service en particulier. Donc première question, c'est qu'est-ce que je vais faire? Et deuxième question, c'est pour qui? Et donc il faut trouver le juste milieu entre qu'est-ce que je sais faire et de quoi ont besoin les structures avec lesquelles j'ai envie de travailler. Et une fois que ça c'est clair, ça permet de mettre à jour son profil LinkedIn, ça permet de mettre à jour des profils sur les plateformes, on va y venir. Puis ça permet aussi d'informer son réseau de ce qu'on fait maintenant et de se servir des gens qu'on connaît pour identifier déjà des premières pistes de mission. Ok, très clair, très clair. Et justement, tu parlais de bien définir son positionnement. Et qu'est-ce qui fait justement que on a une offre claire, différenciante et qui peut justement être commercialisable dès le début? Alors, une fois que tu sais ce que tu fais et à qui tu le proposes, ce qui va faire que tu as du succès ou pas finalement, c'est d'être capable de parler du résultat que tu vas apporter. Par rapport à un salarié qui vend son temps de travail, qui vend ses compétences, toi tu peux plus fonctionner comme ça. Maintenant, tu vas devoir fonctionner plutôt en prestataire de service. Quelle est la promesse que tu fais? Quel est le résultat que tu veux lui apporter? Et
vraiment en étant très clair sur ça, on arrive beaucoup mieux à attirer l'attention des prospects et surtout leur confiance. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'en faire des clients. Ok, ok, très bien. Très clair, très clair. Et toi, Sébastien, tu nous disais justement que tu étais passé de salarié à freelance. Et comment on fait justement pour justement utiliser cette expérience qu'on a eue en pro et pour la passer avec ce nouveau statut? Ouais, bah, alors je rejoins complètement ce que disait Marion jusque-là, et c'est un peu le grand saut, quoi, parce que tout à coup, on n'a plus de collègues, on n'a plus d'agenda, on n'a plus, enfin, Ouais. tu as une feuille blanche, et il y a un vrai sujet de savoir par où commencer, et je pense que c'est en effet s'appuyer à la fois sur ce qu'on a appris avant, et puis assez vite chercher à s'organiser en fait pour faire en sorte de débuter son activité au plus vite et de tester un maximum de choses. Moi, je prends souvent l'image d'une casquette sur la tête. Les gens ont besoin de vous mettre une casquette sur la tête. Et du coup, de manière très très simple, ça rejoint ce que disait Marion juste avant, mais votre offre et votre cible, votre proposition de valeur, quoi, en une phrase, c'est quoi? Et d'être capable de dire j'aide un à faire ça, donc qui et quoi. Et si vous êtes très clair là-dessus, quand vous vous adressez à des personnes, même si c'est pas eux, bah, ils diront ah bah c'est marrant, alors moi je suis pas la cible, mais par contre je connais quelqu'un qui blablabla, quoi. Et c'est vraiment une phrase en fait, parce qu'il y a vous aurez plein d'occasions d'en parler, mais très très brièvement en fait. Et ça je trouvais que c'était quelque chose de primordial et d'assez délicat à faire. Mm. Complètement, complètement. Et là, je vois dans le chat, par exemple, quelqu'un qui nous dit, mais comment se faire ce réseau? Ça, c'est Ronald qui nous dit, quand on commence, on n'a pas forcément de réseau. Comment on se fait notre premier réseau? Est-ce qu'on peut en avoir un d'ailleurs? Bah, en fait, déjà, le premier réseau, c'est vrai, on en parlait quand on préparait cette session, mais le premier réseau, c'est pas le réseau au sens qu'on va devoir se faire, mais c'est déjà le réseau qu'on a, donc c'est-à-dire ses proches ou peut-être des amis d'amis ou j'en sais rien, et de commencer par là, en fait, et de se dire, de faire en sorte de contacter déjà ces gens-là pour leur dire que vous existez, et de commencer à avoir des retours, du coup, et de commencer cette activité sur cette base-là. Ça, déjà, moi, je m'arrêterai. Je pense que Vanessa et Marion seront plus à même de voir comment élargir aussi le réseau. Mais déjà, juste ça, de commencer par ceux qu'on connaît déjà et de les recontacter. Donc Oui, ces des anciens gens perso, mais aussi toutes les ouais, personnes avec qui on a déjà été Déjà amené à travaillé. travailler, ou Ouais, exactement. encore plus de chances qu'ils puissent soit nous missionner sur des choses, soit nous recommander. À fond, ouais. exact, Et ça, exact, ok. si je puis me permettre, juste un Ouais. truc par rapport à ça, c'est du coup de pas hésiter. Ça, je pense que c'est un vrai cap, de pas hésiter au début, parce qu'au début, notre offre, elle est balbutiante, etc. Mais à les contacter, en fait. Ça peut être par mail, mais ça peut être juste prendre son téléphone. Si le reste du temps, on avait l'habitude de leur parler au téléphone, prendre son téléphone pour reprendre des nouvelles. Et ce sujet-là, de littéralement utiliser un téléphone comme un téléphone, Ça peut paraître pas que, dingue. et pas que scroller sur Internet, c'est hyper important, je pense. Ok, très clair, très clair, très clair. Et Vanessa, toi, du coup, côté plateforme, tu travailles sur une plateforme. euh, comment tu observes justement côté plateforme, comment ça s'organise, les freelances qui viennent te voir, est-ce qu'ils ont déjà un petit réseau ou est-ce que justement ils l'utilisent pour se le créer? Comment ça fonctionne? Oui, oui, bah, moi je rejoins également Marion et Sébastien sur ce sujet. En fait, la plupart des freelances, mais n'importe quelle personne qui travaille finalement, a déjà un réseau, qu'il soit personnel, professionnel. Parfois, c'est même des gens auxquels ils n'auraient jamais pensé, qu'ils ont croisés. Voilà. Il peut s'agir d'anciens collègues, voilà, de contacts professionnels qu'on a eus ou de personnels. Et je dirais que ce réseau-là dont on parlait tous ensemble, c'est déjà la première base. C'est celle qu'on va recontacter en direct. Et ensuite, on peut se servir, en effet, quand on va chercher sa première mission, l'objectif en tant que freelance, c'est de se donner toutes les chances de le faire. Donc, on réactive ce réseau-là et après, on peut aller se connecter sur les plateformes. Dans le cadre des plateformes, le fait d'avoir un réseau personnel, c'est avoir des références à donner et à justifier qui vont permettre à un client
déjà de prendre contact si nécessaire. Ça donne un gage de confiance. En général, quand on donne des références, c'est qu'on est assez confiant sur ses compétences et sur ce que l'on va dire de soi. Et donc, ça va nous servir, ou leur servir en tout cas de levier pour élargir leur réseau, activer la confiance et déjà enclencher des premiers échanges avec les clients, par exemple. Ok, et même ceux qui n'ont pas déjà de mission, c'est-à-dire que quand tu te lances en freelance ou que tu n'as vraiment pas de clients, pas de mission, c'est justement utiliser son réseau précédent, enfin ses anciennes recommandations, c'est ça? Pour utiliser justement sa légitimité. Oui, c'est ça. Alors, je pense que la question de légitimité, ça va venir avant tout déjà de qui on est et de comment, enfin, de l'impression et de l'avis que vont avoir les autres. Mais par contre, je pense que ça va nous permettre de se donner confiance, de se dire, je connais du monde, voilà, ça va m'aider à me lancer, etc. Et ensuite, la légitimité, même quand on n'a pas énormément d'expérience, ça va venir dans ce qu'on disait, de bien construire son offre, de bien définir ce que l'on a envie de faire et ce que l'on a envie de pas faire également, de définir ce qu'on va choisir de valoriser ou non. C'est ça qui va donner la légitimité. Je dirais que la légitimité va venir de cet ensemble de tout ce qu'on a parlé, du réseau, des questions qu'on va se poser Mhm. pour construire finalement une approche assez cohérente de notre offre. Ouais, c'est ça. Donc de bien poser ses propres bases, c'est ça, d'être vraiment carré avec ce qu'on est, ce qu'on fait pour aller après démarcher, pour aller trouver ses premiers clients, Exactement. c'est ça? Peut-être pour compléter un point qui me vient, c'est de se dire, en fait, il faut au tout début savoir aussi quel est notre besoin, en fait, et de se dire quel est, parce que quand on parlait de la feuille blanche tout à l'heure, j'essaie de me remémorer, et au début, c'était de me dire, bon, bah, moi, je m'étais dit, bah, j'ai besoin combien, je voudrais me rémunérer, de combien pour vivre. Et puis après, de regarder en termes de chiffre d'affaires ce que ça veut dire, parce qu'il y a un grand écart entre les deux, vous le savez, surtout si vous avez assisté au point d'avant d'ailleurs, enfin la session d'avant, et de se dire, bon, bah, mon chiffre d'affaires, il doit être de temps, si je veux être dans les clous de ce que je me fixe. Et donc, pour ça, j'ai besoin, bah, il va y avoir deux variables, quoi, le panier moyen, enfin, combien je fais payer mes prestations, et puis du coup, combien de prestations je vais avoir, quoi. Et en fait, si on commence à se dire, bon, bah, en fait, j'ai besoin de X clients dans l'année, de peu ou prou se dire, tiens, bah, en fait, je sais que je vais être peut-être en vacances au mois d'août, donc en fait, le faire mensuel, c'est pas forcément ça, mais du coup, voilà. Et en fait, ça devient hyper structurant d'avoir fait ça pour se dire, bah, quel est l'effort que je vais devoir produire et combien je dois avoir, et pas aussi me reposer dès que j'ai mon premier client, de me dire, Mhm. bah, ça y est, je suis lancé, c'est parti, Ouais. mais penser aussi à la suite, quoi. En effet, faut voir plus loin en fait. Finalement, faut déjà se construire une vision à 1 an, et pourtant c'est assez fou quand on se lance, mais une vision à 1 an, à 2 ans, même un peu plus loin pour déjà anticiper. Ok, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je vois dans le chat aussi, souvent, on parle du syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui Mmh. revient souvent là. Mais oui, c'est un peu ça, hein, on a peur de se lancer ou on se trouve pas à la hauteur, mais ok, très bien. C'est ce qu'on disait, je me permets de rebondir, mais c'est ce qu'on se Ah ouais, disait quand on carrément. préparait. Il y avait aussi ce sujet où on se disait qu'à un moment donné, il faut aussi se conditionner à se vendre soi-même. Donc ça veut dire qu'il faut adapter son discours, faut être prêt déjà à parler de soi. Et justement, dans le syndrome de l'imposteur, il y a un moment où on doit se dire: «Là, c'est le bon moment. Si je le fais, c'est parce que, au vu de tout ce que je viens de préparer là, je suis légitime». Oui, ok. Ok, ok, très bien. Donc là, on a défini, on va dire, on a défini notre offre, on a posé ses bases de donc, toute cette introspection, on va dire, qu'on a fait. Et là, il est temps de passer à l'action et on rentre dans le vif du sujet de la table ronde. C'est donc comment trouver ses premiers clients en tant que freelance. Et je te pose la question à Marion, mais les autres, vous aurez sûrement aussi des petites choses à rajouter. Quand un freelance veut trouver son premier client, quels canaux, on va dire, tu lui recommandes de tester en premier? Voilà, pour pas dire tous les canaux, mais à tester en premier. Alors, déjà, je vais essayer de vous donner une réponse globale, mais finalement, la réponse, elle devrait s'adapter à chacun en fonction des clients avec qui vous avez envie de travailler. Je vois que quelqu'un tout à l'heure a dit, est-ce que c'est mieux par mail, par téléphone? En fait, ça dépend. Des artisans, c'est peut-être mieux le téléphone. Des indépendants, le téléphone, c'est moins pertinent. Vaut peut-être mieux les contacter sur LinkedIn, sur Instagram, par mail. Donc, en gros,
je dirais une première chose, quand on commence, c'est bien d'aller là où on sait qu'il y a des clients qui ont un besoin. Et donc, des plateformes de freelance comme Little Big Connection, comme Alt et comme plein d'autres qui existent. Là, on a des entreprises qui ont un besoin. Alors, il y a une forte concurrence, mais en tout cas, on sait qu'ils sont là et ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. Donc ça, c'est une première étape. D'ailleurs, sur mon site, il y a une liste avec 42 plateformes que vous pouvez récupérer. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Ça peut être déjà une piste, même si évidemment je ne conseille pas de vous inscrire sur 40 plateformes. Hein. Le but c'est d'en trouver 3-4 qui vous correspondent. Il y a ça et vraiment, je vais rebondir sur ce que disait Sébastien tout à l'heure, mais le premier levier qu'on a pour réussir notre activité freelance quand on se lance, c'est notre réseau, perso, pro, déjà existant. Moi, quand je demande à un freelance comment tu as trouvé ta première mission, souvent il va me dire j'ai fait un site pour mon frère, j'ai fait ça, c'est mon ancien employeur qui m'a donné une mission. Et c'est assez amusant parce que souvent, ils considèrent que c'était pas une vraie mission parce que c'était avec quelqu'un qu'ils connaissent. Et en fait, ces missions-là, elles sont très bien parce que souvent, il y a un enjeu qui est un peu moindre. C'est plus facile de communiquer, mais en tout cas, ça commence à faire rentrer un peu de chiffres. Et puis, ça vous donne quelque chose à montrer aux prochains prospects, quelque chose sur lequel communiquer. Donc, il faut vraiment aller à fond là-dessus, plateforme, et bien bosser sur le réseau que vous avez déjà. On travaille ensuite sur comment est-ce qu'on étoffe son réseau, mais d'abord, les personnes qui vous connaissent déjà et qui vous font confiance peuvent vous amener des clients. Il faut qu'ils comprennent ce que vous faites. Comme disait Sébastien, il faut pouvoir expliquer en une phrase qu'est-ce qu'on fait de façon claire. Moi, j'aime bien raconter, j'ai une sœur qui est pas du tout dans le digital, elle bosse dans une caisse de retraite, elle m'a quand même apporté des clients parce qu'elle a compris ce que je faisais. Donc, une fois, le mari de la cousine du mari de ma sœur m'a appelé parce qu'il avait sa boîte, qu'il avait un besoin et on a bossé ensemble. Donc vraiment, n'importe qui de votre entourage n'est pas susceptible de devenir votre client, mais il est susceptible de vous apporter des clients. Donc il faut vraiment capitaliser à fond sur sur les gens que vous connaissez. Faut pas hésiter à mettre à jour son profil LinkedIn. Il y en a qui osent pas dire ouais mais j'ai toujours pas de clients. On en revient au syndrome de l'imposteur. Mais vraiment, les gens que vous connaissez déjà sont les premiers qui vont vous faire confiance. Ok. Très bien, ouais, donc de bien définir, même pour soi-même, hein, être capable de se vendre. J'ai vu aussi dans le chat des gens qui disent mais si j'ai pas confiance, mais entraînez-vous, faites-vous votre propre pitch finalement de votre activité ou de ce que vous faites, et puis ça permet après, comme tu disais Marion, finalement de se vendre à ses proches ou même à son propre réseau. Merci beaucoup pour les outils, c'est très très intéressant. Et Vanessa, toi sur des plateformes, toi qui as plus d'expérience dessus, qu'est-ce qui attire l'œil justement d'un client pour une première mission pour un freelance? Qu'est-ce qui lui donne envie justement de faire confiance à un freelance inconnu? Alors moi, je dirais que ça doit être toujours la même démarche, que ce soit notre premier client ou que ce soit, entre guillemets, le 10e ou que ce soit le dernier de sa carrière. On doit toujours fonctionner de la même façon. C'est qu'il faut se dire que on va être en concurrence avec d'autres personnes, quoi qu'il arrive, hein, sauf quand justement on utilise le réseau proche et voilà, ça simplifie les choses. Mais il faut se dire que voilà, globalement, on va être en concurrence. Donc il faut se poser la question de comment je fais pour me démarquer. Et la première chose à faire, c'est qu'il faut penser que le client il va avoir accès à plusieurs candidatures. Donc, il faut que quand il voit votre profil, il puisse lire en quelques lignes, de façon très claire, ce que vous faites, quelles sont vos compétences et ce à quoi vous êtes prêt à faire. Donc, du coup, je dirais que les éléments assez importants à préparer, c'est de préparer donc en fonction du métier que vous faites, soit un book, soit un CV, soit un dossier de compétences avec des éléments clés sur une première page, du type le titre de votre poste ou de votre fonction, un léger résumé de qui vous êtes, même si c'est votre première mission, vous avez peut-être déjà des expériences à faire valoriser, etc. Et quelles sont vos compétences principales. Il faut que ce soit très clair, orienté client, parce que ça c'est important, et il faut que ce soit défini. Comme ça, le client il va pouvoir se dire tout de suite, ah, je sais que cette personne elle va faire ça, 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 ses expériences, c'était les suivantes, je me projette. Si vous structurez pas votre propos, si vous cadrez pas, le risque c'est que finalement ça part dans tous les sens et que le client, parmi tout le reste, et ben voilà, vous ressortiez pas. Donc il faut vraiment se dire je cadre, je me dis qu'est-ce que je veux faire ressortir de moi, qu'est-ce que je veux dire de moi en quelques lignes pour les mettre en avant et ensuite
je vais aller détailler tout ce que j'ai fait puisque c'est important pour que le client il puisse se projeter. Et il y a vraiment ce travail à faire de voilà, cadrer et de bien préparer son support finalement pour être proche. Donc c'est plutôt ça qui va être, je pense, important pour n'importe quel client pour sortir du lot, que ce soit notre première mission ou une autre, hein. Oui. OK. Et tu disais quand on préparait la table ronde également qu'il faut vraiment apprendre aussi à poser les limites dès le début et pas se brader, c'est ça? Même si on est tout nouveau, même si on se lance. Oui, c'est ça. En fait, je pense que ce qui est toujours difficile et je pense que tout le monde autour de la table est d'accord avec moi, c'est de se dire, combien je vaux, ma compétence, à quel prix je lui donne. Est-ce q Et jusqu'à quoi je suis prêt à aller. C'est ce qu'on se disait, il faut aussi anticiper. Donc il faut anticiper ses congés, il faut anticiper, potentiellement, voilà, des absences et cetera et tout ça, ça a un prix. Il faut anticiper également s'il y a des déplacements, s'il y a du matériel à acheter et cetera et donc tout ça doit s'inclure dans le prix, en fait. Quand on définit, le prix que l'on va avoir, c'est extrêmement important de prendre en compte tout ça et donc du coup, il faut aussi définir ses limites. Il faut se dire: «Je suis prêt à aller jusqu'à ce prix-là, mais pas en dessous» et je dois être très claire sur le fait que je suis en capacité et je me dois de dire parfois non. Et ça, c'est important et ça va à la fois sur le prix, mais les limites, ça va être aussi sur, la distance, voilà. Est-ce que je suis prête, si je suis basée en région, est-ce que je suis prêt à me déplacer, 2 à 3 jours par semaine? Est-ce que je suis prêt à aller à l'autre bout de la France ou au contraire, parce que, pour des raisons personnelles ou pas pour des raisons de conviction, je souhaite, rester, voilà, dans la zone, où je suis implantée? Et ça, c'est extrêmement important de le définir aussi pour, également être, très, clair auprès de nos clients, finalement. Voilà. Donc je dirais qu'il y a vraiment ça, qui est extrêmement important. Il y a vraiment le fait de bien se définir. Ouais et ça va aider sur le long terme finalement à Mmh. à à garder, on va dire, le rythme et pas se cramer, on va dire, dès le début et ouais, OK, génial, très intéressant et du Voilà. coup, on parlait ouais, pardon. Non, 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 je disais, voilà, globalement, nous, c'est ça aussi, parfois, en tant que plateforme, on a aussi cette posture-là de conseil, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de fixer son prix. Alors, vous avez des clients qui vont avoir des grilles, donc en fonction des métiers que vous allez avoir, qui vont avoir des grilles de prix, donc forcément, ça va un peu orienter, on va pouvoir donner des infos. Mais c'est aussi notre travail, chez Little Big Connection de parfois dire: «Bah, attention, là, typiquement ça, c'est» et ça nous arrive de dire: «Bah, là, votre prix, au regard de votre expérience, vous êtes trop bas». Voilà, ou à Ah l'inverse, oui, d'être en OK. capacité de dire: «Attention, là, par rapport au marché, parce qu'on le connaît, là, vous allez être peut-être en décalage, donc il y a un risque pour que votre offre, elle ne ressorte pas». Mais voilà, après, chacun fixe sa limite. OK alors justement, tu fixes ta limite en termes de prix, mais après j'imagine qu'il faut aussi la fixer, en termes d'organisation, de temps et cetera. Sébastien, tu fais pas mal de j'ai déjà entendu des interventions justement sur cette organisation, cette gestion de temps très importante et pour un freelance justement, qu'est-ce que tu dirais? Comment tu le conseillerais pour structurer ses semaines et qu'il puisse garder le cap, éviter justement la dispersion et de se dire: «Bah, je vais faire ci, ça, ça, je vais tout faire» au final on fait rien? Ouais, c'est en effet, je rejoins ce que disait Vanessa, c'est le temps, en fait, c'est hyper important et du coup, il faut tout compter et le temps, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est déjà de vous poser devant votre agenda. En fait, au lieu d'aller sur, d'autres outils hyper compliqués et cetera, c'est de regarder votre agenda. Si pour certains, c'est un agenda papier même, ou s'il est en ligne, il est en ligne, peu importe et en fait, que ce soit l'endroit où vous mettez tout et vous avez une visibilité, absolue de comment vous allez dépenser votre temps, parce que encore une fois, c'est aussi important que les euros, le métrique temps. Et derrière, de remplir votre agenda de la bonne façon. Là, aujourd'hui, si vous vous dites, bon, j'ai choisi de faire les 5 sessions feu de camp, typiquement, je vais passer pratiquement toute ma journée sur feu de camp. Bon, dans votre agenda, c'est bloqué en se disant, c'est peut-être une couleur. On peut mettre des couleurs différentes sur l'agenda, un peu comme on était à l'école avec nos petits papiers. Un truc qui s'appelle formation. Et c'est OK en tant que freelance, évidemment, il faut continuer à se former, etc., etc. Et puis, il y a des moments dans la semaine, et ceux-là, ils sont primordiaux, où il va falloir que ce soit de la prospection. Et parfois, ça va être des réunions avec d'autres, vous aurez obtenu des rendez-vous, etc. Et parfois, ça sera des réunions avec vous-même. Et ces réunions avec vous-même, elles vont être hyper importantes. Il ne faut pas vous mettre de lapin, il ne faut pas être en retard, il ne faut pas ne pas le faire, comme dans toutes les autres réunions, quoi. Il faut vraiment les caler dans votre agenda et les faire. Et probablement que pour la plupart d'entre vous, il y aura même des réunions récurrentes de se dire, allez, tous les mardis matins,
c'est mon temps prospection et du coup, bah, je m'y mets et je vais et c'est là où je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur les objectifs. C'est de se dire, bah, de quoi j'ai besoin et quels vont être mes objectifs parce que derrière, vous allez vous mettre potentiellement des objectifs hebdo ou quotidiens pour certains, ça dépend de vos activités. Bon, au quotidien, peut-être pas, mais de dire, bah, il va falloir que je contacte X personnes parce que ça va me permettre de décrocher Y rendez-vous et après le X et le Y qui dépend de vous. Pour certains, c'est très très peu. Pour d'autres, c'est beaucoup parce que vous avez un enjeu de volume. Ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, de vraiment être en maîtrise de cet agenda. Et j'arrêterai là-dessus, qu'il y a aussi des temps de respiration. Votre agenda, vous n'êtes pas obligé de mettre juste toute la journée, voire le soir, je mets de l'admin parce que j'ai pas eu le temps en journée, donc je me mets aussi une case admin, etc. Non, ça, vous allez partir en live beaucoup trop vite si vous faites ça. Et du coup, il y a un enjeu à mettre des temps, déjà pour les imprévus. Il y a un truc qui s'appelle des imprévus. La seule chose qu'on sait sur eux, c'est ça va certainement arriver à un moment. Donc, d'avoir des temps comme ça où il se passe rien. Et puis, il y a aussi des temps d'énergie. Manger entre midi et deux, ça peut être utile. Faire du sport peut-être sur ou prendre un temps de, je sais pas quoi, de lecture ou de ce que vous voulez, ce qui vous donne de l'énergie. Et le prévoir là aussi et puis le respecter. Ok, très, très clair. Très clair, très clair. Et là, je rebondis sur ce que, par exemple, Manuel nous dit dans le chat. Peut-on se faire griller si on contacte par plusieurs biais certains clients et justement, un peu à la fois certains clients, mais ou alors à quel moment on sait que justement un canal fonctionne pour nous, comment on évite d'en tester trop à la fois? Et puis pour répondre à cette question rapide, comment on fait pour un peu gérer tout ça? Moi, je veux bien répondre, ça fait partie des éléments dont Vas-y. on parlait. C'est un vrai sujet, la diffusion de son offre et de la manière dont on va contrôler. Ça fait partie, un peu des risques que l'on peut avoir quand on est indépendant. En fait, finalement, de trouver un client, c'est trouver finalement de la facturation et c'est ce qui nous fait vivre, voilà. Donc bien évidemment, et c'est ce que disait Marion, il y a plusieurs plateformes, on sait et moi, pour travailler avec des freelances, je sais que vous êtes sur plusieurs outils, vous échangez avec plusieurs partenaires, et cetera, et c'est complètement légitime parce que votre enjeu, c'est de trouver une mission le plus rapidement possible. Par contre, l'enjeu principal, c'est de garder la maîtrise de ce que l'on va faire. Avec certains clients, notamment les grands comptes ou les sociétés, qui reçoivent des propositions, quand elles reçoivent plusieurs fois le même profil, là, le risque, donc ça veut dire que potentiellement, il y a eu à un moment donné une perte de la maîtrise de l'envoi des candidatures et le risque, c'est que ça vous desserve vous, plutôt que ça desserve les sociétés qui ont envoyé et donc ça donne un mauvais indicateur. Donc l'enjeu, c'est de communiquer aux partenaires que vous aurez sélectionnés, mais c'est surtout de toujours garder cette maîtrise-là, de votre offre, de la manière dont elle est envoyée et par qui. C'est ça, c'est pas de la faire forcément à grande échelle, mais essayer de vraiment bien cibler, c'est ça, hein? Pour, De cibler et puis, surtout de toujours garder en maîtrise. OK, d'accord, d'accord. Et justement, quel état d'esprit tu dirais qu'il faut adopter quand on n'a pas encore signé, mais qu'on veut rester proactif et confiant? Alors, moi je dirais, il faut déjà comme on dit, il faut déjà accepter que ça va être, c'est un changement de passer indépendant, de chercher une nouvelle mission. Donc il faut accepter que ça puisse être un peu plus long. Il faut accepter que ça va prendre un peu de temps. Mais je pense qu'il faut garder en tête un élément clé et c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est le réseau. Il faut s'entourer. Quand on devient freelance, on devient son propre patron, mais on est seul dans nos activités, mais on n'est pas seul en fait finalement. Il y a un énorme écosystème de freelance aujourd'hui. Vous avez absolument plein de canaux pour pouvoir échanger. Donc déjà, vous avez votre propre réseau personnel, etc. Mais vous avez voilà, des journées comme aujourd'hui. Nous, du côté d'E2B Connection, on organise des événements freelance. L'objectif, c'est de faire du réseau pour pouvoir échanger sur ces problématiques, etc. C'est pas forcément pour chercher une mission, mais c'est aussi pour se dire, se partager entre pairs
les aléas du quotidien et puis les challenges que l'on a. C'est aussi l'occasion de prendre des idées des autres. Donc, je dirais que l'essentiel, c'est de rester connecté à son écosystème et à ses pairs. Voilà. Et surtout de ne pas se détourner et au contraire oser aller sur ces événements quand on devient freelance. Il faut oser aller networker, aller à des événements, etc., pour rencontrer du monde et pour se donner aussi la force. OK, très bien. Et il y a à la fois, il y a des événements numériques et des événements non numériques. FollyWeb, on parle souvent de présence en ligne, mais c'est très important aussi, on le signale souvent, que faites aussi les choses, allez rencontrer vraiment des gens en vrai, allez vous présenter, allez vous vendre, et cetera. Mais si on recentre un petit peu rapidement sur le numérique, si vous aviez une checklist, on va dire, pour soigner sa présence en ligne, je pose la question à Sébastien, mais chacun après peut y donner sa petite version, sa petite vision. Qu'est-ce que ce serait la checklist concrète pour soigner sa présence en ligne? Je pense que... Ah mince, Sébastien, tu es en muet. Il est... Pardon. J'allais dire, je mets de côté ce dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire que le premier sujet, c'est l'offre. Donc, en fait, on a fixé notre offre et on fait en sorte d'être carré là-dessus, que ce soit en ligne ou pas en ligne, peu importe. Mais derrière, du coup, la présence en ligne, ça va être une opportunité de faire circuler notre offre au plus grand nombre. Quand je dis offre, c'est proposition de valeur, et aussi un peu qui on est, et tout comme vous pourriez avoir, je sais pas quoi, un book que vous amenez partout avec vous ou votre carte de visite, en fait, c'est comment on fait en ligne pour diffuser ça au maximum. Et en fait, moi, pour moi, la présence en ligne, déjà, elle doit avoir l'objectif de donner toute la visibilité qu'elle mérite à votre offre, quoi, globalement. Et un truc tout bête, c'est de se dire, si vous tapez votre prénom et votre nom dans Google, ou votre marque, si vous appuyez sur une marque, qu'est-ce qui apparaît? Qu'est-ce qui ressort? Et en fait, votre enjeu dans un monde idéal, c'est que vous soyez en maîtrise de tous les premiers résultats. Alors après, bon, il y a des homonymes, etc., mais vous faites ce que vous pouvez, mais du coup, d'un maximum de résultats. En tout cas, ce petit jeu-là, en fait, si je vous mentionne ça, c'est que probablement vos prospects, vos futurs clients, ils vont faire ce truc-là de juste taper votre nom et votre prénom dans Google, quoi. Et derrière, c'est de se dire, et qu'est-ce qui peut apparaître? Potentiellement, si vous avez un site internet, ça va apparaître, a priori, si vous vous débrouillez pas mal, en premier. Et quand je parle de site internet, je parle pas. Souvent, il y a des gens qui me disent, je vais lancer mon site, ça fait 6 mois que j'y suis, je suis trop fier, etc. Bon, si ça fait 6 mois que vous y êtes et que vous allez le lancer, félicitations. Mais si vous n'avez pas trop commencé, c'est pas grave. Voyez ça déjà comme une première version de votre site qu'il faut lancer hyper vite, par contre, et qu'il soit peut-être 1 page et 3 pages. Aujourd'hui, c'est plus un gros projet de lancer un site, au sens pas technique. Il y a plein de solutions, Hostinger, Yonos, Wix, SiteW, etc., qui vous permettent de le faire sans connaissance technique. Et si vous bidouillez un peu, vous allez avoir des WordPress, etc. Mais tous ces outils, en fait, il ne faut pas vous mettre derrière pour ne pas lancer. Parce que ce qu'il vous faut dans un premier temps, c'est utiliser un de ces outils et derrière être en capacité de le mettre en ligne assez vite parce que vous allez pouvoir avoir des retours sur votre offre, avoir des premiers contacts, etc. Ou faire de la réassurance sur des gens à qui vous avez parlé. Et du coup, ce qui est lié aussi, c'est d'avoir pris le soin d'acheter ce qu'on appelle un nom de domaine, c'est-à-dire globalement le nom de votre site internet avec le nom de votre marque, voire prénom-nom potentiellement. Pour vous donner toutes les chances que votre site remonte en première position, déjà, ça vous donne des chances additionnelles, quoi, simplement. Et puis, choisir à la fin, une question qu'on nous pose tout le temps, c'est de se dire, est-ce que je prends un .com, un .fr, etc. Si vous fixez un marché français, que vous êtes basé en France, vous ne vous posez pas de questions, vous prenez un .fr. Pourquoi? Parce que les gens, justement, vont pas se poser la question. Si vous êtes en .fr, ils savent bien que vous êtes basé en France. Ça va vous crédibiliser aussi. Potentiellement, ça donne un côté made in France. En plus, ça coûte moins cher que de prendre un .com. Enfin, la question, elle est plutôt dans l'autre sens. C'est de se dire pourquoi ne pas le faire, quoi, globalement. Et préempter votre nom, donc, ou le nom de votre marque, et puis un .fr. Vous pouvez aussi prendre un autre, si vous voulez, prendre le .com pour être sûr d'être ceinture et bretelles et qu'il n'y ait pas un petit malin qui le prenne aussi. Là, on parle de
15 € par an, grand max, l'un plus l'autre. Hein. Donc, c'est pas un investissement très fort. Ça fait 2 bières tout au plus pour ceux qui ont besoin de comparaison. Les références. Je peux le faire sur du thé si vous préférez. Bien sûr. Mais voilà. Donc ça, d'avoir une présence et de préempter avec votre site internet, c'est hyper important. Et après, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, de le soigner là aussi. Votre profil LinkedIn, il doit représenter qui vous êtes, il doit mettre en valeur qui vous êtes. Si vous êtes ailleurs, là sur LinkedIn, c'est le site professionnel, donc c'est logique. Si vous êtes ailleurs sur les réseaux sociaux, là c'est peut-être un autre sujet, mais c'est d'assumer ce qui est visible. Que ce soit parce que si ça apparaît dans les premiers résultats, Instagram, Facebook ou autre, alors est-ce que c'est public ou c'est privé? Si c'est public, d'assumer parce qu'il y a des gens qui peuvent tomber dessus. Si c'est privé, même la photo, est-ce que c'est une photo où vous êtes OK ou pas? Donc ça c'est de bien soigner ça pour être très cohérent dans ce que vous faites. Et on ne dit pas ne pas avoir de vie perso, etc. Mais c'est juste être en capacité d'assumer. Moi, pour la petite histoire, j'ai recruté une fois dans ma vie quelqu'un. J'ai tapé son nom sur Google avant. Elle s'appelle Solène Laurie. Et je me suis aperçu qu'elle était montée sur scène pour danser un slow avec Michael Jackson quand elle était ado. Et du coup, je me disais, c'est fou. Et il y avait plein de choses là-dessus. En l'occurrence, c'était très cohérent avec son job et la suite de sa carrière, etc. Et elle assumait complètement ça. Elle était très contente parce qu'elle était vraiment la fan éplorée, comme vous pouvez l'imaginer, etc. Mais c'était complètement assumé et elle savait qu'on allait lui poser la question, donc elle avait préparé ça, etc. Donc c'est aussi se dire, préparez-vous à ce qui peut arriver. Pour vous prendre un exemple tout aussi anecdotique, moi, pendant très longtemps, quand on tapait Sébastien Perron qui est mon nom de famille, du coup, sur Google, il y avait un truc sur de la pornographie. Embêtant. Un problème. Et moi, j'étais freelance à ce moment-là. C'est quand même un petit sujet. Sauf que, heureusement, quand on cliquait sur le lien, on voyait assez vite que c'était au Québec et que ça n'avait rien à voir, etc. Mais toujours est-il que moi, j'ai été content de trouver du contenu pour faire en sorte que les gens ne se posent pas la question, que ce ne soit pas sur la première page quand on était en France, etc. D'accord? Donc, c'est juste soigner votre réputation en ligne, c'est hyper important. Oui, et le dernier point, le dernier point, après je me tais, c'est promis, mais c'est de soigner vos emails. Parce que ça, c'est un truc que vous allez envoyer tout le temps. Donc, il faut que vous soyez au carré aussi là-dessus. Quand je dis soigner vos emails, c'est déjà avoir une adresse email professionnelle au lieu d'envoyer un truc à gmail.com, etc. C'est pas très grave si vous le faites, hein, c'est des petits signaux, mais en termes de crédibilité, si vous avez une adresse email professionnelle, ça vous rend tout de suite beaucoup plus crédible dans vos démarches. D'avoir une signature où il y ait vos contacts dessus, voir votre visage si vous avez envie de créer du lien dès le début, c'est pas une obligation ça, ou une actualité ou quelque chose comme ça, ou une ressource ou quelque chose. Mais la signature, en fait, faire en sorte que votre mail, à chaque fois que vous l'envoyez, ça travaille pour vous sans que vous posiez la question, globalement. Après, il y a le contenu, bien sûr, mais c'est un autre sujet. C'est ça. Et je te pose la question, même si je vois que dans le chat il y a la réponse, mais avoir un nom de domaine, pour avoir l'adresse email, ça coûte combien à peu près par an? Ouais, en fait, sur un nom de domaine, un nom de domaine en .fr, c'est une dizaine d'euros par an. Et encore, quand je dis ça, il y a souvent des offres et des choses. Je pourrais, alors il faut que je bidouille et que je retrouve, mais nous, on a une offre sur un partenariat là, en ce moment avec Hostinger, parce qu'ils étaient venus il n'y a pas longtemps. Je vais essayer de vous retrouver le lien rapido. Je vais le partager. Tu peux le retrouver avec plaisir. Mais en tout cas, ouais, c'est pas un investissement majeur, clairement, quoi. C'est très, très vite rentabilisé pour le coup. C'est ça. On vous partagera après tous ces bons plans dans la ressourcerie, enfin dans tout ce qu'on vous enverra après post-webinaire, mais ouais, carrément. Ok, très bien, très clair, très clair. Puis dans le chat, je vois que ça réagissait un petit peu dans ce sens. Marion, on va dire pour conclure entre guillemets, quel piège tu vois le plus souvent chez les freelances débutants et qu'est-ce que tu leur conseillerais justement pour les éviter? Parce qu'on a parlé de ce qu'il fallait faire, mais malheureusement, il y a aussi des choses qu'il ne faudrait pas faire. Et voilà, comment on fait pour les éviter et quel piège tu vois souvent chez les freelances?
Pour moi, ce qui fait que parfois des gens qui se lancent en freelance vont revenir assez vite vers le salariat parce qu'ils n'ont pas trouvé de clients, c'est qu'ils n'ont pas suivi les conseils qu'on a déjà évoqués et qu'ils n'ont pas réussi à se mettre dans la peau d'un chef d'entreprise en fait. Il faut bien comprendre que quand tu es freelance, toutes les casquettes, elles sont sur ta tête à toi. Donc, c'est toi qui produis le travail qui est vendu, mais c'est toi qui dois le vendre. C'est toi qui dois faire la vente, la communication, le marketing, gérer sur quoi je me forme, comment est-ce que je le fais, gérer la partie financière et compta. Donc voilà, on doit absolument changer de façon de penser et de voir les choses. Et donc, quand on communique, on doit communiquer sur notre offre, sur le résultat qu'on peut apporter, plus sur nos expériences, sur nos compétences. Quand on échange avec un prospect, on doit prendre la main sur l'échange. C'est plus un employé qui passe un entretien d'embauche. C'est vraiment beaucoup une question de posture en fait, et puis d'être prêt à faire des choses qui sont difficiles. Sébastien l'a beaucoup dit tout à l'heure, la prospection c'est un truc qui reste un fil rouge dans la vie d'un freelance. Mais au début t'en fais beaucoup. Et puis tu le fais pas bien, donc tu le fais pas très efficacement. Et puis au fil du temps, on va être meilleur, donc on va être plus efficace. Et puis au fil du temps, on a aussi un effet boule de neige. On a des missions qui sont un peu sur le long terme, on a des clients qui vont revenir vers nous, on a plus de bouche à oreille. Mais au début, il y a un gros effort à fournir, notamment sur la prospection. Et donc il faut pas se décourager trop vite. Ça fait partie aussi des pièges. Dire j'ai envoyé 5 messages, j'ai même pas de réponse. Bon, on va essayer d'être un peu plus persévérant que ça. Mais oui, ça demande du courage, ça demande de la rigueur, de la persévérance. Et il faut avoir en tête qu'il y a ce moment qui est pas très confortable à passer, parce qu'on se retrouve à faire des choses qu'on n'a jamais faites, qui sont pas faciles à aller vers les autres, sans savoir comment ils vont réagir. Mais il faut le faire parce que c'est un passage incontournable pour que derrière, on arrive à une activité plus stable, ou cette partie de prospection qui est pas super fun au début, qui est en tout cas quelque chose qui fait souvent, qui génère un peu d'angoisse, on aura beaucoup moins à le faire par la suite. Donc ça, c'est important de le savoir. Moi, pour rebondir sur ce que tu disais, Marion, en fait, c'est ce qu'on se disait, c'est que finalement, souvent, on se dit, ah, je vais aller prospecter, c'est pas quelque chose qui est forcément agréable, ou est-ce que je suis légitime à le faire, etc. Dites-vous bien que si vous le faites pas, votre concurrent, il va le faire. Parce que quoi qu'il arrive, si vous vous êtes lancé, c'est que vous estimez que vous allez répondre à un besoin et que vous êtes en capacité d'apporter une solution à un client. Donc, il y en aura d'autres qui auront peut-être la même idée que vous. Et si, du coup, vous prenez pas cette place-là, la place sera prise par quelqu'un d'autre. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on sait qu'on a une solution à apporter, tout de suite, on se sent beaucoup mieux quand on prend son téléphone pour parler aux clients et leur apporter une solution. Donc, il faut vraiment garder ça, je pense, en tête. C'est assez important. Quand on hésite, mais il faut se dire que globalement, si on ne le fait pas, d'autres le feront. Et là, tout de suite, ça va beaucoup mieux pour se lancer. Puis il faut penser à ça, enfin à soi aussi. Si on le fait pas, on n'a plus qu'à postuler aux offres de CDI. C'est pas compliqué. C'est vrai. C'est vrai. Écoutez, merci beaucoup tous les trois pour vos différents conseils. Il est 11h47. On va garder le temps qui nous reste pour passer à la partie questions. Je vois que le chat a été très animé et la partie questions également, avec beaucoup de questions qui ont beaucoup de votes. Je vous rappelle, alors, Marion, Vanessa, si vous avez une offre particulière à partager, on l'enverra à tous les participants dès lundi dans le mail récap. Mais si vous souhaitez partager justement une offre ou un bon plan ou votre structure, etc., n'hésitez pas à le faire par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est aussi ça l'objectif de Feu de Camp, c'est que vous puissiez repartir, vous, chacun participant, chacun des freelances, justement, avec un peu ces bons plans de nos experts. Je vous rappelle que le replay sera disponible dès la fin de l'événement. Vous gardez le lien de connexion qui vous a permis justement de vous connecter et ça vous permettra d'avoir le replay tout de suite après. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à d'autres sessions de Feu de Camp qui continuent toute la journée, vous pouvez également le faire sur notre site internet. Vous tapez lesfoliesweb.fr et vous inscrivez. Si vous n'êtes pas dispo, vous aurez le replay aussi directement. Pour recevoir justement le support de présentation, comment ça se passe? Regardez, hop, je vous mets dans le chat tout de suite l'enquête, mais vu qu'il y a tellement de messages qui tombent, je vais vous mettre une petite pop-up qui apparaît. C'est une enquête de SAT. Vous nous donnez votre avis sur la table ronde, comment ça s'est passé, comment on peut s'améliorer, qu'est-ce que vous avez pensé. Et nous, à la fin, on dit lundi, on
vous envoie avec grand plaisir le récap de tout ce qui s'est dit dans la table ronde et avec les différentes offres et bons plans des partenaires. On va passer à la partie questions. Je vois que je vais les sélectionner par nombre de votes, donc n'hésitez pas à D'accord. continuer à voter. Première question d'Alicia que j'affiche à l'écran pour tout le monde. Première question, comment identifier où sont nos prospects pour ensuite choisir quel réseau social choisir pour faire de la com? Je vous laisse prendre la question de celui qui veut. Je crois qu'on a beaucoup dit que ça dépend de justement qui sont vos prospects, selon leur degré de maturité avec le digital. Par exemple, ceux qui veulent travailler avec des commerçants, des artisans, le digital, c'est pas forcément le meilleur levier. Peut-être que c'est mieux de les appeler, peut-être que c'est mieux d'aller les voir physiquement directement. En tout cas, avant de pouvoir répondre à cette question, vous avez besoin de faire un premier travail, de savoir avec qui vous voulez bosser finalement. Ouais. Il y a aussi pour compléter ce que tu dis, il faut tout de suite définir si on est en B2B ou si on est en B2C. Pour parler des réseaux sociaux, quel réseau social choisir, ça va différer très rapidement si vous avez fait le choix du B2C. Par exemple, le B2C, je suis pas sûre que LinkedIn va vous aider à aller capter des consommateurs pour votre besoin. Par contre, en B2B, aujourd'hui, LinkedIn est un levier et est un réseau extrêmement puissant pour trouver des clients. Et pour autant, en fonction de votre offre, Instagram ou d'autres réseaux peuvent également vous accompagner. Mais c'est assez important, je pense, de se fixer cette limite-là et de bien définir pour ensuite vous aider à choisir. Ok, très bien, très clair, très clair. Hop, on va passer à une autre question de Teddy qui nous demande comment contacter un prospect à froid sans être perdu dans la masse de spam et démarchage que tout le monde reçoit en permanence. Mmh. Je pense qu'il y a plusieurs réponses. Déjà, il y a une première chose qu'on peut faire avant de contacter le prospect, c'est faire en sorte qu'il nous voit, parce qu'on a interagi avec ses posts sur les réseaux sociaux, par exemple. Si vous prospectez sur LinkedIn ou sur Insta, essayez de faire ça. Comme ça, quand votre message arrive dans son inbox, vous n'êtes pas à 100% un inconnu, il y a plus de chances qu'il ouvre. Et puis, si vous voulez aussi ne pas être assimilé aux spammers, il faut que vos messages soient pertinents. Tout simplement, il faut que vos messages parlent de quelque chose qui intéresse vraiment le prospect et que vous soyez pas en mode bourrin à essayer absolument de vendre à tout prix dès le premier message, quoi. Ouais, moi je rejoins complètement ce qui est dit là. La question, avant le comment, il y a une question de pourquoi le faire et dans quel cas le faire. Est-ce que c'est le bon levier pour vous? Et si vous dites que c'est le bon levier pour vous, de sortir de la masse, quoi, justement. Et pour ça, ce que disait Marion, complètement d'accord. Et peut-être dans la nature du contenu, parler de lui et de ses douleurs, enfin d'une douleur ou quelque chose comme ça que vous avez pu identifier. Parler de lui surtout. En fait, votre message, il doit être assez succinct et en même temps très bien fait. Donc il y a un enjeu à vraiment le préparer, surtout que vous allez le faire beaucoup ce message-là, mais de parler d'un besoin ou de peut-être une accroche qui est liée à un truc que vous avez lu sur lui ou quelque chose qui fait que il sent pas que que vous avez juste fait un copier-coller, mais il se sent considéré déjà. Il y a un truc vachement lié à l'ego en réalité quand il y a une démarche de prospection. On voit que la personne s'intéresse vraiment à soi. Moi, souvent, je suis appelé par des gens qui marquent un temps avant de me dire le nom de ma société, parce qu'en fait, au moment d'appeler, ils savent même pas quel est le nom de la société, ils le voient. Bon, moi, ça fait pas très sérieux, quoi, globalement. Ou ils savent pas quand je leur pose la question. Donc, il y a ce sujet d'être préparé et puis de montrer qu'on s'intéresse vraiment aux besoins de la personne en face. Ouais, peut-être pour compléter, je dirais qu'il faut, ça va dépendre soit déjà dans le premier message, mais aussi dans l'interaction. Parfois de s'intéresser à la personne va vous permettre aussi de pas y aller comme on disait un bourrin, mais c'est vrai, si vous parlez de votre offre, mais que finalement c'est pas adapté aux besoins, en fait, globalement, vous allez tout de suite le perdre et là, vous avez aucune chance, je pense de concrétiser. Donc c'est Ouais. extrêmement important, l'adaptation. Ça veut pas dire que vous allez pas faire ce que vous avez choisi de faire, mais en fait, en fonction des clients, vous allez aussi adapter, vous allez pas tout proposer. Donc ça, c'est aussi important de sélectionner. Ouais, complètement. Ok,
Très bien, très bien. Alors, une question d'Angélique. Comment utiliser LinkedIn pour attirer des futurs clients? J'ai vu que Sébastien t'a répondu. Et ben, c'est l'objet de la prochaine session qui a lieu à 13h. Donc, on ne va pas s'épancher dessus. Vous aurez toutes les réponses dessus directement. Question. Ouais. Et juste pour, sans en effet répondre, mais j'ai la chance d'être l'animateur de cette session à 13h. Donc, je vous donne rendez-vous à 13h cette fois avec la casquette d'Alexandre, quoi, globalement, parce qu'il va y avoir 3 super intervenants aussi. Donc, prenez. Attends, d'ailleurs, c'est pas à 13h, c'est à 13h30, non? C'est à 13h30. Non, c'est 13h. Ah non? Non, c'est 13h. C'est 13h, oui, pardon. Non, c'est moi qui. Ouais. Bon, bah, ne mangez pas. Avant. Vous mangerez après, c'est pas grave. Non, mais blague à part, venez parce que ça va être trop intéressant. Voilà, j'arrête là. Belle pub. Quel suspense. Question du coup, comment fait-on pour convertir quand on démarre de zéro en pleine reconversion dans le digital, conception site web en tant que nouveau indépendant? J'ai envie de dire que finalement, ça regroupe un peu tout ce qu'on s'est dit. Voilà, c'est extrêmement important de définir son offre, de mettre dans ce cas-là, en avant ses compétences, les formations qu'on a eues. Ce que je peux peut-être vous conseiller dans ce cas-là, si vous êtes en reconversion, c'est-à-dire que vous êtes essayé, vous avez peut-être fait comme des exercices ou vous en avez peut-être fait pour votre entourage. Faites comme un book finalement, montrez aux clients ce que vous êtes en capacité de faire pour qu'ils puissent se projeter. Voilà. C'est pas parce que vous êtes débutant ou que vous êtes en reconversion que vous n'allez pas répondre à son besoin. Donc n'hésitez pas aussi à montrer par l'exemple. Ouais, et puis faites en sorte du coup, parce que moi c'est souvent ce qu'on me dit, oui mais j'ai pas de portfolio, j'ai rien à montrer. Bah, faites en sorte Créez-le. d'avoir des choses à montrer, que ça soit fictif, ou des choses que vous pouvez offrir. Et d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une question par rapport à ça. Est-ce qu'on a le droit de faire des projets gratuitement en échange d'une autorisation de communication? C'est pas illégal? Bah bien sûr que c'est légal, il faut se mettre d'accord en fait, que vous pouvez faire un contrat avec la personne, il n'y a pas d'engagement financier sur ce projet-là. En revanche, le client, qui est quand même un client, même s'il paye pas, s'engage à vous donner, enfin vous donne l'autorisation d'utiliser le projet pour communiquer sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, sur vos documents commerciaux. Complètement, faut pas hésiter à le faire, ça vous donne aussi encore un peu plus d'expérience, encore un peu plus de confiance. Ok. Parfait, parfait. Alors ça, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais je le mets. Mail, téléphone, message LinkedIn, qui est le plus efficace? Ça va dépendre du cadre, ça va dépendre de la cible, c'est ça? Si Je je pense que spoil un en peu la effet, réponse. exactement, je pense que ça va dépendre de la cible. Par contre, une chose est indéniable, c'est que le téléphone et l'interaction humaine n'a pas été remplacé aujourd'hui, hein. Donc c'est extrêmement important d'échanger. Il y a aussi beaucoup plus de spontanéité quand on a quelqu'un au téléphone, on peut rebondir sur les objections, etc. Donc je pense que même si c'est pas la chose qu'on préfère dans la vie, enfin j'en ai pas encore rencontré, donc s'il y en a qui se manifestent, mais voilà, le téléphone, c'est vraiment, je pense, ce qu'il faut privilégier. Et encore une fois, ça va dépendre de votre cible, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'une interaction, c'est à mettre en avant. Et ensuite, bah, vous pouvez également essayer les mails et les messages LinkedIn. Aujourd'hui, c'est extrêmement puissant, donc faut se servir de tous les leviers que vous avez à votre disposition finalement. Ok, parfait, parfait. Question de Mariam. Y a-t-il un intérêt particulier à réaliser une enquête de satisfaction pour ses premiers clients? Des questions conseillées à poser. Alors, moi, je suis très fan des enquêtes de satisfaction. Je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y a un niveau dans une enquête de satisfaction, ça dépend du volume. C'est hyper utile pour avoir, par exemple, si vous mettez une note sur 10, bah, nous, ce qu'on fait, hein, typiquement, ce que vous a présenté Alexandre tout à l'heure, en fait, ça permet d'avoir du quanti, une note moyenne, des choses comme ça. Et puis, si vous en faites beaucoup, du coup, vous verrez des différences de notes, des choses comme ça. Hyper intéressant. Mais la partie quali est encore plus intéressante parce que du coup, vous allez avoir des remarques, voire des verbatims que vous allez pouvoir d'ailleurs réutiliser. Et là-dessus, enquête de satisfaction, oui. Le monde idéal, c'est de là aussi prendre son téléphone et voir. Moi, j'ai vu l'intervenante d'après. Promis, je ne fais pas exprès, mais l'intervenante d'après à LinkedIn, Amélie, elle a fait une vidéo où en fait, elle a coupé. Elle leur a demandé l'autorisation, bien sûr. Mais en gros, elle a fait des espèces de petites enquêtes de satisfaction avec ses premiers clients d'un truc en visio.
Et après, du coup, on a des citations, mais c'est mal tourné. C'est pas du tout une vidéo. C'est vraiment Authentique. Très ouais, brut, très brut, mais super utile parce que du coup, on voit que c'est vraiment les vrais retours de vrais gens et ça marche très bien. Et pour vous, c'est une mine d'or en fait. En effet, d'avoir généralement en plus. Les gens, si vous leur dites est-ce que je peux te prendre 15 minutes pour avoir un retour, ils seront plutôt satisfaits de la démarche. Là aussi, ça peut booster un peu leur ego potentiellement. Il y a de bonnes chances qu'ils vous disent oui. Oui, puis ça peut être fait comme présenté comme un call un peu de débrief sur le projet, pas comme rends-moi service, j'ai besoin de savoir ce que tu as pensé. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, ouais, sur une visio finale. On prend aussi un temps pour débriefer comment il a perçu le projet et poser des questions même avant. Moi, quasiment à chaque fois qu'un prospect choisit de travailler avec moi, je lui demande pourquoi il m'a choisi. C'est super important. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée. Allez, je prends une dernière question, comme ça on aura respecté le temps et les agendas de tout le monde. Je pense que cette question va être plutôt adressée à Vanessa. Mais comment on fait pour remonter sur des plateformes comme Little Big et puis d'autres, peut-être vous pourrez après agrémenter, alors qu'on n'a pas encore d'avis ou de notation? Alors, là-dessus, nous, notre fonctionnement chez Little Big Connection, on n'a pas de système de en fait, c'est pas un système où vous êtes visible, un peu sur «catalogue» entre guillemets. Ça va être sur des réponses à candidature. Donc nous, on a l'ensemble des appels d'offres de nos clients qui sont publiés sur la plateforme et après vous allez aller formuler des candidatures. Donc pour remonter, en fait, il y a plusieurs éléments. C'est avoir une cohérence dans, la réponse à votre appel d'offres, à l'appel d'offres. Est-ce que vous allez avoir les compétences, qui correspondent? Voilà. En effet, quelqu'un qui, répond à un appel d'offres, et qui n'a aucune des compétences, malheureusement, il va pas remonter et puis de toute façon, il y aura pas de cohérence, donc il y a peu de chances que ça se transforme. Il y a aussi le fait d'avoir un bon argumentaire commercial. Quelqu'un qui va venir présenter ce qu'il fait et dire les raisons pour lesquelles il a répondu à l'appel d'offres vs un message, voilà, de 2 lignes. Déjà, quand le client, il va devoir sélectionner et c'est ce que je disais, le fait de sortir du lot, il faut, avoir ça en tête. C'est extrêmement important que de se démarquer et ça passe par l'argumentaire commercial, la présentation que l'on va avoir. Et puis ensuite, bah, derrière les plateformes, il y a des humains. Voilà. Je pense que ce qui est extrêmement important aussi, c'est de parler et puis de prendre des contacts aussi pour comprendre et appréhender, parce que pour certains, c'est extrêmement nouveau, les plateformes, même si ça fait une petite dizaine d'années qu'on existe quand même. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à aller, au contact des gens pour pouvoir, échanger et puis en effet, bah, plus vous allez, avoir, de prestations et plus, en effet, vous serez connu et donc mis en avant. OK. Très bien, très, très clair, très, très clair. Merci à tous les 3 d'avoir été présents. Merci d'avoir distillé toutes ces informations. J'ai trouvé ça, à titre personnel, très intéressant, mais comme on l'a dit, c'est pas forcément mon point de vue, ce sera le vôtre. N'hésitez pas à nous le dire ce que vous avez pensé, que ce soit dans le chat ou dans l'enquête de SAT. Et n'hésitez pas, Marion, Vanessa, Sébastien, je vois que Sébastien, tu viens de le faire, partagez votre LinkedIn. Si vous souhaitez, vous, participants, aller plus loin d'un point de vue business, continuer la conversation, n'hésitez pas aussi à le faire auprès de Vanessa, Marion ou Sébastien. C'est aussi ça le but de ces tables rondes, voilà, c'est de faire du réseau. On en a parlé tout à l'heure et ça fait partie de l'ensemble. Merci beaucoup pour votre participation. Il est midi. Pour ceux qui vont manger, bon appétit. Nous, on continue la journée, la table ronde feu de camp tout au long de la journée. Vous retrouvez le programme sur notre site internet. Et puis Marion, Vanessa et Sébastien, encore une fois, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Merci à À tous. très bientôt. Merci à Merci vous, beaucoup. merci Alex. Bonne journée, De bon rien. appétit. Bonne Bonne journée tout le journée. monde et à très bientôt. À très bientôt. Salut, salut. Au revoir.